Yo les gens, ça fait un moment, oui je sais, je suis désolé. Comme vous avez pu le voir sur la chaîne en ce moment, je sortais surtout d'autres formats de vidéos, les sorties nature, beaucoup plus chill pour la réalisation et le montage, mais ça m'a fait kiffer de faire ça et je continuerai à en sortir pour vous montrer les différentes bestioles qu'on observe en balade avec les copains. Je vous invite donc à aller regarder les différentes vidéos si ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, nous sommes rassemblés en ce jour pour parler des insectes, et plus précisément des insectes partie 3. Pour rappel, dans la partie 1, on a parlé des insectes aptères, ainsi que du clade des paléoptères, avec entre autres les odonates et les éphémères. Dans la partie 2, ça a duré des plombes, puisqu'on a traité tout le clade des polynéoptères, avec beaucoup d'ordres. Mais aujourd'hui, promis, ça va être un peu plus court, enfin je crois, et on va parler de l'ensemble du clade des paranéoptères. Ces derniers rassemblent des espèces caractérisées par des ailes généralement indépendantes, des pièces buccales habituellement de type piqueur-suceur, les tarses des pattes qui possèdent au maximum 3 articles, des cerques rudimentaires, voire quasiment inexistants, et un développement généralement de type porométabole, comme pour les polynéoptères, avec des cas qui ne sont pas très loin de l'holométabolie. Pour rappel, holométabole égale métamorphose complète, où la larve ne ressemble pas du tout à l'adulte, avec toujours comme exemple les classiques lépidoptères, les hyménoptères ou encore les coléoptères, dont nous parlerons dans les prochaines vidéos. Tandis que porométabole égale la larve ressemble plus ou moins à l'adulte, avec quelques différences, notamment au niveau du développement des organes génitaux et des ailes. Au total, on compte 4 groupes chez les paranéoptères, même si on pourrait dire qu'il n'y en a seulement que 3, mais je vais vous expliquer pourquoi juste après. Commençons avec les méconnus psocoptères, dont les premières traces fossiles remontent au Permien. Ils sont vraiment petits, entre 1 et 10 mm, et sont généralement nommés poux de livre, à cause du fait qu'on retrouve notamment certaines espèces dans les vieux livres, où ils se nourrissent de la pâte utilisée pour la reliure. Sinon, on a d'autres espèces ailées qui vivent sur les arbres, où ils se nourrissent d'algues, de champignons et de lichens. À leur échelle, les pseudoscorpions figurent parmi leurs plus grands prédateurs. Plus de 5500 espèces de psocoptères ont été décrites, réparties en près de 40 familles et 3 sous-ordres. On a le plus grand sous-ordre avec les psocomorphes qui ont des antennes à 13 segments et des tarses à 2 ou 3 segments. Ensuite le plus petit sous-ordre avec les trogiomorphes qui ont des antennes de 22 à 50 segments et toujours des tarses à 3 segments. Et enfin on a le sous-ordre des troctomorphes qui ont des antennes de 15 à 17 segments et un tarse à 2 segments. Et chose à savoir, désormais on place dans ce sous-ordre des troctomorphes l'ancien ordre des phtyraptères qu'on appelle couramment les poux. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on peut considérer 3 ou 4 groupes au sein des paranéoptères. Pour être plus clair, les avancées moléculaires ont démontré que les poux ont évolué à partir d'ancêtres psocoptères troctomorphes, comme les espèces du genre Liposchelis qui ressemblent morphologiquement aux poux et qui sont souvent présents dans les nids d'oiseaux. Il est alors probable que les poux ont évolué à partir d'un comportement similaire à l'origine du parasitisme observé aujourd'hui dans l'ensemble du groupe des phtyraptères. C'est pourquoi dans la phylogénie récente, on rassemble donc les psocoptères et les phtyraptères au sein de l'ordre des Psocodea. Après ça reste du détail niveau classification et tous les auteurs ne sont pas d'accord là-dessus. Pour revenir à nos poux, les phtyraptères rassemblent plus de 5000 espèces. Je ne les comptais donc pas quand je parlais des psocoptères tout à l'heure. Ils sont tous aptères et parasites externes obligatoires de vertébrés, sur lesquels ils se nourrissent de peau, de débris ou de sang et autres sécrétions pour les poux suceurs. Ils passent généralement toute leur vie sur un seul hôte en fixant leurs œufs appelés lentes sur les poils ou les plumes. Les œufs éclosent en nymphes qui muent 3 fois avant de devenir pleinement adultes. Un processus qui prend environ 4 semaines, ce qui est relativement court. Traditionnellement, les poux se divisent en 4 groupes, même si je sais c'est toujours en révision et c'est pas figé dans le temps. Mais sinon on s'en sortira jamais, c'est comme ça la classification. Donc pour faire gros, on a pour commencer le groupe des amblycères, considéré comme le groupe de poux le plus basal, entre guillemets primitif, qui sont très répandus chez les oiseaux, mais qui parasitent aussi les mammifères d'Amérique du Sud et d'Australie. On a ensuite les ichnoscères, qui sont les plus diversifiés, avec principalement des poux qui parasitent les oiseaux, et une famille qui parasite les mammifères, celle des trichodectidés. Formidable adaptation chez les ichnoscères aviaires, ils ont développé une forme corporelle allongée, leur permettant de se dissimuler entre les tiges des plumes et d'éviter d'être délogés pendant le lissage ou le vol. Ensuite on a les Rhynchophthyrina, qui sont des parasites des éléphants et des phacochères, et qui possèdent donc des pièces buccales très allongées pour former une structure en forme de forêt, pouvant pénétrer la peau épaisse de leur hôte, comme c'est le cas ici avec l'espèce Haematomysus hopkinsi. Et enfin on a les anoploures, qui sont des poux suceurs présents chez les mammifères et les oiseaux. Contrairement aux autres groupes, ils ne se fixent pas en permanence sur leur hôte. Et c'est à ce groupe qu'appartiennent les espèces très familières à Homo sapiens que vous adulez tous sans exception.
De la famille des Pédiculidés, les deux sous-espèces que sont le pouls de la tête Pediculus humanus capitis et le pouls du corps Pediculus humanus humanus sont des parasites permanents et spécifiques de l'homme, l'un localisé sur le corps et l'autre sur le cuir chevelu. Toute la vie du pouls se déroule dans le même environnement stable, tout simplement c'est votre corps, et il meurt en dehors au bout de quelques jours s'il ne trouve pas un nouvel hôte. La dissémination s'effectue par contact entre chevelure ou avec un objet contaminé comme un peigne, un bonnet ou un oreiller pour le pouls de la tête, et par contact avec des vêtements parasités pour le pouls du corps. Pediculus humanus se reproduit très vite, et le cycle se déroule entièrement sur l'hôte, et ne dure au total que 18 jours environ. L'adulte peut s'accoupler 10 heures après la dernière mue. Les deux sous-espèces sont strictement hématophages à tous les stades et pour les deux sexes. Les pouls de corps sont aussi des vecteurs potentiels de 3 bactéries pathogènes pas super sympatoches, à savoir Rickettsia prowazekii, Borrelia recurrentis et Bartonella quintana, responsables respectivement du typhus exanthématique, de la fièvre récurrente à pouls et de la fièvre des tranchées. Fait intéressant, le pouls du corps possède le plus petit génome de tous les insectes connus, et il a été utilisé comme organisme modèle et a fait l'objet de nombreuses recherches. On a également une espèce célèbre parmi les phthiraptères. J'ai nommé Phthirus pubis, morpion pour les intimes. Pour parler intelligemment, il cause la phthiriase, mais pour parler simplement, ça gratte à balle la zone intime, puisqu'il suce le sang pour se nourrir, entraînant des lésions qui grattent et qui peuvent se surinfecter. Il change très facilement d'hôte lors des rapports sexuels, ce qui fait de Phthirus pubis une infection sexuellement transmissible. On passe maintenant à un groupe monumental. Depuis ma première vidéo, c'est l'ordre le plus vaste auquel on s'est frotté. Voici les hémiptères, avec plus de 100 000 espèces répertoriées, ce qui en fait un des 5 ordres les plus diversifiés du monde vivant, les 4 autres étant des ordres d'insectes holométaboles dont nous parlerons dans les prochaines vidéos. Les hémiptères rassemblent les cigales, les pucerons, les cochenilles, les punaises et encore bien d'autres groupes que je vais vous détailler. Les premiers hémiptères apparaissent il y a 250 millions d'années et sont caractérisés par des antennes longues et des pièces buccales piqueuses avec un rostre long et articulé, tandis que leurs palpes maxillaires et labiaux sont absents. Les membres des hémiptères actuels ont été historiquement placés dans 2 ordres, les homoptères et les hétéroptères, basés sur des différences dans la structure des ailes et la position du rostre. Mais ils sont maintenant divisés en 4 sous-ordres, ou 5, mais c'est un peu compliqué en vrai, alors on va juste en parler un par un, ça va être beaucoup plus simple. On commence avec le sous-ordre des ochénorhynques, rassemblant près de 42 000 espèces. Ce sous-ordre se divise lui-même en 2 infraordres, d'un côté les cicadomorphes et de l'autre les fulgorimorphes. Commençons avec les cicadomorphes qui, comme leur nom l'indique, rassemblent les insectes à l'apparence de cigales. Les vraies cigales constituent la famille des cicadidés, au sein de la superfamille des cicadoidea. Les cigales sont connues pour leur chant, on parle de cymbalisation, que le mâle produit pour attirer les femelles. Et non, les cigales ne stridulent pas comme les orthoptères, elles cymbalisent. À la limite, mieux vaut dire chanter que striduler. La différence ? Eh bien, la cymbalisation, c'est le résultat de la déformation d'une membrane actionnée par un muscle. Le son produit est amplifié dans une caisse de résonance et s'évacue par les évents, alors que la stridulation, c'est le frottement de 2 parties du corps l'une contre l'autre. La cymbalisation, c'est un excellent critère pour identifier les différentes espèces de cigales. Autre particularité des cigales, c'est leur longue vie souterraine à l'état larvaire, qui va de 10 mois à plusieurs années, pendant lesquelles les larves se nourrissent de racines. Leurs pattes avant sont modifiées et adaptées à la vie fouisseuse. De plus, la structure de leur abdomen sert à canaliser l'urine vers les pattes avant, ce qui permet de ramollir la terre pour creuser plus facilement. C'est vraiment insane. Les larves vont ensuite sortir de terre et se fixer le long d'un arbre et effectuer leur dernière mue pour se métamorphoser en adulte ailé, qui, si c'est un mâle, pourra alors cymbaliser tout l'été à sa guise. Cicada orni est une des espèces qu'on rencontre le plus dans le sud de la France. Elle mesure environ 25 mm de long avec une envergure d'aile qui peut atteindre 70 mm. Je vous présente ici une autre espèce, la cigale 17 ans, Magicicada septendécime, originaire de l'est des États-Unis et qui porte très bien son nom, puisque les larves restent enfouies sous terre à une vingtaine de centimètres sous la surface du sol pendant 17 ans, se nourrissant de la sève des racines. Puis après cette longue période, quand la température du sol atteint 17 degrés, elles émergent, effectuent leur mue et vont enfin pouvoir chanter après cette longue attente. Viens ici que je te bute, enculé! Vas-y! Et voici une espèce magnifique, avec Takua speciosa, originaire d'Indonésie, qui paraît limite être fausse en fait, avec ses ailes noires, un collier jaune-vert, une bande transversale rouge sur le thorax et un abdomen bleu turquoise. Le groupe des cicadomorphes ne contient pas uniquement les vraies cigales, la famille des cicadidés, puisqu'on retrouve également la superfamille des cercopoidea, qu'on appelle communément les cercopes. Ces derniers ont un stade larvaire qui est enrobé d'une mousse qu'on surnomme crachat de coucou.
Cela sert à camoufler la larve des prédateurs, de l'isoler des chocs de température et de la protéger de la dessiccation et des moisissures. Pour produire cette mousse, les larves des cercopes perforent une plante et aspirent sa sève, provoquant des dommages aux végétaux, et elles sont donc plutôt considérées comme des nuisibles en agriculture. Les adultes sont de très bons sauteurs, jusqu'à 70 cm de haut pour certaines espèces, ce qui fait des cercopes de meilleurs sauteurs que les puces proportionnellement à leur taille. C'est de cette capacité qu'est tiré leur nom anglophone d'ailleurs, Froghopper. L'espèce la plus connue de ce groupe est sans aucun doute le cercope sanguin, Cercopis vulnerata, de la famille des Cercopidés, qui est commun en Europe et facilement reconnaissable grâce à ses couleurs vives, noires et rouges. Comme les cigales, les mâles cymbalisent, mais leur son est inaudible pour nous sans amplification. Chose que j'ai découverte en faisant mes recherches, c'est que le cercope sanguin a une position d'accouplement plutôt originale. Le mâle se tient à côté de la femelle à moins de 45 degrés et il peut tenir cette position jusqu'à 5 heures. Toujours dans l'infraordre des cicadomorphes, oui je sais, je vous ai prévenu, les hémiptères ça va être sacrément long. On a la superfamille des Membrasoidea, qui contient elle-même une multitude de familles intéressantes, mais on va seulement s'intéresser à deux, à savoir les Membracidés et les Cicadélidés. On commence avec les Membracidés, qui sont des suceurs de sève des forêts tropicales, qu'on reconnaît aisément à leur appendice dorsal cornu. Certaines espèces ont des excroissances vraiment spectaculaires et on se demande parfois de leur utilité, mais le camouflage reste une bonne piste. Comme les cercopes et la plupart des espèces suivantes, ce sont d'excellents sauteurs. La protection de la progéniture a déjà été observée chez les Membracidés, puisque les femelles de certaines espèces se positionnent au-dessus de leurs œufs pour les protéger des prédateurs et des parasites, et elles n'hésitent pas à bourdonner des ailes pour repousser les intrus. En anglais, on les surnomme treehopper et on en connaît près de 3500 espèces. Pour vous présenter rapidement quelques espèces, voici Umbonia crassicornis, mesurant environ 1 cm de long et surnommée la punaise épineuse de par sa grande excroissance perpendiculaire ressemblant à une épine, qui décourage les oiseaux et autres prédateurs de le manger. Je trouve vraiment cette espèce dingue avec sa corne et ses couleurs. On la retrouve au nord de l'Amérique du Sud, au Mexique et en Floride. Hemichypta marginata, hallucinant. Membracis buctoni, complètement dingue, hein, pour le plaisir des yeux, voilà. Hein. Et pour finir avec les Membracidés, Styphocephala bissonia, la cérès buffle, originaire d'Amérique du Nord, qui est envahissante en Europe et à l'occasion un organisme nuisible aux arbres fruitiers, hein, et notamment pour les jeunes pommiers. Allez, on passe à la famille des Cicadélidés, tout simplement les cicadelles. Là aussi, ça saute très haut et ça se nourrit de la sève des arbres. Attention, on est juste sur une famille énormissime. Plus de 20 000 espèces de cicadelles ont été décrites, ce qui en fait la deuxième famille d'hémiptères en termes de diversité. Beaucoup de cicadelles sont d'importants ravageurs agricoles, mais outre le fait qu'elles se nourrissent des cultures, comme beaucoup d'insectes piqueurs-suceurs, les cicadelles peuvent également transmettre des agents pathogènes aux plantes, qui sont eux-mêmes des agents pathogènes des insectes, et peuvent se reproduire dans les glandes salivaires des cicadelles. Une des espèces les plus célèbres pour ses ravages, c'est la cicadelle de la pomme de terre, Ampoasca fabae, avec ses 3 mm de long, qui est un important ravageur de la pomme de terre, hein, je vous apprends rien, c'est dans son nom. My life, it's potato. Mais également d'autres cultures importantes économiquement, comme la luzerne, le pommier, le fraisier, le haricot ou encore le soja. Ici on a Homalodisca vitripennis, la cicadelle pisseuse, originaire du sud des États-Unis, qui tient son nom du fait qu'en se nourrissant de la sève, elle excrète une grande quantité d'urine, entre 100 et 1000 fois son propre poids chaque jour, c'est juste hallucinant. Hein. Cette particularité s'explique par la très faible teneur en protéines de la sève dont elle se nourrit. Dans les zones où elle est très présente, elle est carrément responsable d'une fine pluie légèrement sirupeuse à l'ombre des arbres. En anglais, les espèces de cicadelles dotées de ces capacités à pisser sont surnommées sharpshooter, littéralement tireurs d'élite. Ici, vous pouvez admirer Ocometopia orbona, une autre espèce de sharpshooter. Et pour finir avec les cicadélidés, on a Graphocephala coccinea, la cicadelle à bande rouge, une espèce magnifique de par ses couleurs qu'on retrouve en Amérique du Sud. Toujours dans le sous-ordre des ochénorynques, ouais je vous l'ai dit ça va être un petit peu long pour les hémiptères, on passe au deuxième infraordre, celui des fulgorimorphes, qu'on appelle communément les fulgores, et il y en a près de 13 000 espèces. Il existe 3 superfamilles, mais 2 qui sont éteintes, donc on va seulement s'intéresser à la superfamille des Fulgoroidea, comprenant à son tour plusieurs familles, la plus connue étant celle des Fulgoridés, dont les différentes espèces sont vraiment impressionnantes de par leur anatomie très originale.
Pour vous en présenter quelques-unes, voici le Fulgore porte-lanterne, Fulgora laternaria, de la famille des Fulgoridés. Son nom vient de la fausse croyance comme quoi l'excroissance de sa tête pouvait émettre de la lumière. C'est une espèce hautement mimétique qui se confond facilement avec les écorces des arbres de la forêt amazonienne. De la même famille, Laternaria candelaria est une espèce magnifique venant d'Asie du Sud-Est qui utilise son long embout buccal en forme d'aiguille pour percer l'écorce des arbres pour atteindre la sève. Admirez ici le genre d'Asie tropicale Kalidasa avec son excroissance mince et flexible en forme de tige qui se développe au-dessus de sa tête. Mais il existe d'autres familles de fulgores comme les flatidés, auxquelles appartient la cicadelle blanche Metacalpha pruinosa, qui porte très mal son nom d'ailleurs puisqu'elle n'appartient pas du tout à la famille des cicadellidés. Si vous avez bien suivi, on n'est même pas dans le bon infraordre. Elle est originaire des États-Unis et a été introduite en Europe où elle pose de graves problèmes aux cultures. En effet, elle est polyphage et se nourrit de nombreuses variétés d'arbres, comme les érables, les saules, les ormes ou encore les troènes. Fait intéressant, au même titre que les pucerons dont nous parlerons tout à l'heure, elle exude un miella particulièrement varié et abondant qui attire divers hyménoptères, dont notamment les abeilles qui transforment par la suite ce miella. On a encore d'autres familles, ici le genre Muellerianella représente les Delphacidés, ou encore la famille des Sixiidés avec ici l'espèce Hyalestes obsoletus qui est le vecteur de la maladie du bois noir de la vigne. On change de sous-ordre pour aller chez les coélorynques, rassemblant une seule famille actuelle, celle des Peloridiidés, avec 36 espèces décrites. Ce sont de tout petits insectes, 2 à 4 mm de long, pas plus, qui se nourrissent de mousse. D'apparence, ils sont plats et présentent une surface particulièrement grumeleuse. Ils ont été observés en Patagonie, dans l'est de l'Australie et en Nouvelle-Zélande. À l'exception d'une seule espèce, aucune n'est capable de voler. C'est enfin l'heure, on arrive au plus connu de tous les hémiptères. J'ai nommé les hétéroptères, avec plus de 42 000 espèces recensées, communément appelées punaises, qu'elles soient terrestres ou aquatiques. Leur alimentation, leur habitat et leur mode de vie sont très diversifiés, et on distingue de nombreux infraordres, donc je vais vous faire une petite liste exhaustive comme j'ai l'habitude parfois d'en faire. Au total on a 7 infraordres, mais je vais surtout déblatérer sur 4 d'entre eux, qui sont quand même plus vastes, et passer rapidement sur les 3 derniers. Allez, c'est parti, avec l'infraordre des simicomorphes, dont le rostre est adapté à l'alimentation d'autres animaux, donc comme proie ou comme hôte, donc ils sont soit prédateurs, soit parasites. Dedans, on va retrouver la famille des simicidés, avec la tristement célèbre punaise de lit Simex lectularius, hématophage et ectoparasite de l'homme. Après avoir bien mangé, elle se cache une dizaine de jours pour digérer son festin. Elle mesure entre 5 et 8 mm de couleur brun-rouge avec un corps ovale et aplati, sans ailes et avec des poils microscopiques qui lui donnent un aspect un petit peu rayé. Le mode de reproduction de la punaise de lit est dit traumatique, puisque le mâle n'utilise pas les voies de reproduction naturelles de la femelle lors de l'accouplement, mais avec son pénis en spicule acéré, il perfore directement l'abdomen de la femelle pour injecter son sperme dans un organe appelé le spermalège. On appelle ce mode de reproduction l'insémination extragénitale traumatique, vraiment sympa. On a également dans l'infraordre des simicomorphes une des familles d'insectes que j'affectionne tout particulièrement. Ce sont les punaises assassines qui forment la famille des réduvidés et dont on recense plus de 7000 espèces. Ce sont tous des prédateurs embusqués avec un formidable rostre en courbe. Après avoir attrapé sa proie, la réduve injecte une substance pour liquéfier la proie de l'intérieur avant d'en inspirer le fluide digéré, un petit peu comme les araignées. Ici vous pouvez admirer l'espèce Platymeris bigutatus, la punaise à 2 points, qui est originaire d'Afrique tropicale et qu'on retrouve assez souvent en terrariophilie quand même. Il y a plein d'autres espèces stylées, comme Cinea diadema, originaire d'Amérique du Nord que vous pouvez admirer ici, mais le plus grand représentant du continent terrestre nord-américain, c'est Arilus cristatus, qui peut atteindre 4 cm de long à l'âge adulte. Particulièrement fascinant, on a les membres de la sous-famille des émésinés, surnommés thread-legged bugs par les anglophones, signifiant punaises à pattes de fil, ce qui s'explique par leur corps très élancé. De plus, elles sont munies de pattes modifiées en pseudo-pattes ravisseuses, un peu comme les mantes. Certaines espèces sont d'ailleurs spécialisées dans la chasse aux araignées. D'autres réduves, comme les membres de la sous-famille des ectricodinés, sont uniquement spécialisés dans la prédation de diplopodes. Pour en finir avec les réduvidés, car oui, sinon, je vous jure, ça peut prendre des plombes, j'ai tellement dû faire des choix difficiles dans les espèces à vous présenter, mais bon. Voici la sous-famille des holoptilinés, dont les représentants sont tous des poilus. Bien sûr, ce ne sont pas des vrais poils. Les anglophones les surnomment feather-legged bugs ou tout simplement hunt wolves, littéralement loups des fourmis, car elles possèdent un organe spécialisé, dénommé le trichome, pour attirer les fourmis jusqu'à elles. Bien sûr, il existe d'autres familles au sein du groupe des simicomorphes, dont voici un représentant, le tigre du platane, Corytuca ciliata, de la famille des Tinguidés, originaire du continent américain. Comme son nom l'indique, c'est un ravageur du platane, avec un aspect plutôt atypique puisque son corps ressemble à de la dentelle.
Cousin proche des simicomorphes, voici l'infraordre des pentatomorphes, qui rassemble la plupart des espèces que le grand public désigne sous le terme de punaises. On recense 6 superfamilles, et donc je vais passer en revue seulement quelques espèces, car sinon là vous avez bien compris que je peux encore parler des heures, et la vidéo, le but c'est qu'elle soit un peu courte à la base, alors bon. Difficile de choisir un meilleur représentant pour le groupe que le gendarme, ou pyrocore, Pyrocoris apterus, de la famille des pyrocoridés. D'une taille d'environ 1 cm, c'est l'hétéroptère d'Europe le plus commun et le plus répandu. On le retrouve presque partout, même en ville si vous faites attention. Perso, j'en vois tous les jours quand je rentre du taf et ils font bronzette sur le bitume. C'est une espèce grégaire qui peut former des groupes très importants. Ils sont polyphages et se nourrissent essentiellement de graines, mais ils vont pas cracher sur des animaux morts, parfois vivants ou même des fois je les ai déjà vus grailler du vomi. Comme beaucoup de punaises, ils s'accouplent au début du printemps avec une position caractéristique abdomen contre abdomen, ou cul à cul si vous voulez. Appartenant à la famille des Pentatomidés, le Graphosome d'Italie, ou punaise arlequin, Graphosoma italicum, présente une coloration aposématique qui avertit les prédateurs de sa toxicité. Les Pentatomidés sont très diversifiés avec environ 5000 espèces décrites. La plupart sont phytophages et certaines espèces sont considérées comme des ravageurs, très problématiques en agriculture. La plus connue de cette famille, que vous rencontrez assez souvent, c'est sans aucun doute la punaise verte, Palomena prasina, célèbre pour émettre une odeur nauséabonde si elle se sent menacée. Pour se nourrir, elle plante son rostre dans un fruit et libère une enzyme digestive formant ainsi une dépression à la surface du fruit. Ici, voici la magnifique Zychrona caerula avec son aspect métallique. Ici, un représentant de la famille des Cynidés avec Cynus aterimus, la punaise de l'euphorbe. D'ailleurs, la plupart des Cynidés vivent sous terre et se nourrissent en absorbant la sève des racines. C'est pour ça que leurs pattes sont modifiées de façon à pouvoir faciliter leur déplacement dans le sol. Dernière famille chez les pentatomorphes avec les Aradidés, tout simplement appelés punaises plates de par la compression de leur corps. Peu de choses sont connues sur cette famille, mais les différentes espèces semblent vivre sur les troncs ou l'écorce des arbres morts et sont mycophages. On passe à mon infraordre préféré parmi les hémiptères, j'ai nommé les népomorphes, qui sont adaptés au milieu aquatique. D'ailleurs, ce sont avec les coléoptères les rois des insectes concernant la colonisation des milieux aquatiques, du moins pour la forme adulte je parle. Un des meilleurs exemples est sans aucun doute la Nepsambrée, Nepa cinerea, de la famille des Népidés qu'on retrouve partout en Europe. Ses pattes antérieures sont ravisseuses, au même titre que les manses dont nous avons parlé la dernière fois, et ses autres pattes sont adaptées à la nage. Elle se camoufle très bien dans la végétation aquatique et elle possède un siphon caudal lui permettant de respirer quand elle remonte à la surface. Elle est capable de voler pour aller dans différents points d'eau. Carnivore, la Nepsambrée peut s'attaquer à des petits vertébrés comme des têtards ou des alevins grâce à ses 4 cm de longueur. Certes, c'est une taille déjà honorable, mais laissez-moi vous présenter les punaises d'eau géantes de la famille des Bellostomatidés vivant en Amérique du Nord, Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Les plus petites espèces font 2 cm, mais les plus grandes, comme le genre Lethocerus, dépassent les 12 cm, ce qui en fait les plus grands de tous les hémiptères. Là, on est plutôt sur un régime alimentaire composé exclusivement de vertébrés, avec des petits poissons et de l'amphibien. Les Bellostomatidés injectent une salive digestive puissante avec leurs pièces buccales et en aspirent le contenu liquéfié. D'ailleurs, leur morsure est considérée comme très douloureuse, comme vous avez pu le voir dans la petite intro de la vidéo. Chez certaines espèces, les femelles pondent leurs œufs sur des substrats durs comme des pierres ou du bois mort, mais d'autres pondent sur le dos du mâle avec lesquels elles s'accouplent. Et c'est super sympa pour lui qui va devoir porter les œufs jusqu'à leur éclosion pendant environ 3 semaines, pendant lesquelles il va devoir bien oxygéner les œufs en les portant à la surface de l'eau périodiquement. Dans la famille des Notonectidés, on retrouve les Notonectes. D'ailleurs, en voici un représentant très commun, la Notonecte glauque, Notonecta glauca, d'une taille avoisinant les 15 mm. Les Notonectes nagent et se reposent sur leur dos, où elles évoluent à la surface de l'eau. Grâce à la tension superficielle, elles peuvent plaquer le bas de leur abdomen et leurs pattes avancent sous la surface, alors que leurs pattes arrière rament comme des pagaies. Carnivore, la Notonecte chasse à l'affût et attend qu'une proie passe à proximité. Elle est même capable de voler pour se disperser entre les différents points d'eau, comme la Nepsambrée qu'on nous avons vu juste avant. D'ailleurs, les népomorphes ne sont pas le seul groupe d'hétéroptères à avoir su tirer parti de la tension superficielle de l'eau. Voici le Gyris, de l'infraordre des Gyromorpha et de la famille des Gyridés. Souvent appelé patineur, le Gyris lacustre vit dans les eaux stagnantes ou à faible courant. Et là aussi, grâce à la tension superficielle de l'eau et de par l'important écartement de ses pattes munies à leur extrémité de poils hydrophobes, le Gyris est capable de se déplacer sur l'eau à toute vitesse. Comme les espèces précédentes, c'est un prédateur qui se nourrit de toute proie tombant à la surface de l'eau, qu'il capture grâce à ses pattes antérieures. Souvent confondu avec le Gyris, mais appartenant à une autre superfamille, celle des Hydrométroidea, l'hydromètre, Hydrometra stagnorum, est fréquemment observé un peu partout près des points d'eau. Avec ses 1 à 2 cm, son mode de vie est proche de celui du Gyris, puisqu'il marche sur la surface de l'eau où il capture de minuscules insectes. Mais contrairement au Gyris, il peut se déplacer aussi aisément sur la terre ferme et sur les berges. Voilà, je vous ai présenté rapidement en détail les 4 premiers infraordres d'hétéroptères.
Rapidement, on peut noter l'existence de l'infraordre des hénicocéphalomorphes avec une centaine d'espèces décrites, généralement de quelques millimètres de long, présents dans le monde entier et qui possèdent une tête allongée et rétrécie. On a aussi l'infraordre des dipsocoromorphes avec 300 espèces décrites qui vivent sur le sol, dans la litière des feuilles et dans les zones humides. Là aussi, on est sur des espèces vraiment petites, qui ne dépassent que rarement le millimètre. Un fait anatomique pour s'en rappeler, ils ont généralement de longs poils sur leurs antennes. Et dernier infraordre qu'on passe aussi très vite avec les leptopodomorphes, rassemblant environ 400 espèces appelées punaises de rivage. Exactement Jean-Michel, cela signifie qu'elles vivent près de l'eau. Et truc cool, on les retrouve aussi près des estuaires, des côtes marines et même sur l'estran. Une espèce de la famille des saldidés, Saldula paillipes, est même capable de tolérer la submersion à marée haute. Oui, elle résiste à l'eau salée, c'est assez rare chez les insectes pour le mentionner. Ne dépassant pas le centimètre, la plupart sont des prédateurs et des opportunistes. Allez, on passe maintenant au dernier sous-ordre d'hémiptères, avec les sternorynques, qui sont caractérisés par la présence d'un rostre à insertion postérieure, et dedans on va notamment retrouver beaucoup d'espèces qui sont nuisibles à l'agriculture, comme les pucerons ou les cochenilles. Commençons justement avec ces fameux pucerons, qui constituent la superfamille des Aphidoidea, regroupant environ 5000 espèces. Beaucoup sont considérés comme de graves nuisibles et destructeurs agricoles ou forestiers. En plus d'affaiblir la plante en aspirant sa sève, ils agissent comme vecteurs de virus végétaux, comme nous avons pu le voir précédemment chez d'autres groupes d'hémiptères. En plus, les pucerons déposent du miella sur les végétaux, favorisant ainsi le développement de maladies fongiques comme la fumagine. Les pucerons sont très performants d'un point de vue écologique, en effet leur cycle de vie est particulier et d'importantes variations existent entre les différentes espèces. Pour faire simple, voici le cycle de pucerons de pays tempérés. On a des femelles incapables de voler, qui naissent au printemps, puis qui donnent naissance à d'autres femelles par parthénogenèse, où les œufs éclosent directement à l'intérieur du corps de ces femelles. Ces femelles et leur descendance continuent de se reproduire ainsi, jusqu'à ce que des pucerons ailés apparaissent périodiquement pour se disperser sur d'autres plantes hôtes appartenant à la même espèce, afin de produire de nouvelles colonies. Puis, une fois l'automne arrivé, les femelles donnent naissance à des mâles ailés et des femelles aptères qui vont pouvoir s'accoupler. Les femelles fécondées pondent sur la plante hôte et y passent l'hiver, puis le cycle peut ainsi recommencer. Les pucerons sont également connus pour avoir établi des relations de mutualisme avec certaines espèces de fourmis. Ces dernières les élèvent et les protègent des prédateurs afin de récolter leur miella. Je vous présente rapidement une des espèces les plus célèbres, le puceron vert du rosier, Macrosiphum rosae, de la famille des Aphididés, qui est un parasite des rosiers, logique, mais aussi d'autres plantes qui servent d'hôtes secondaires, comme l'escabieuse par exemple. Si vous êtes envahi et que vous voulez vous en débarrasser, le meilleur moyen de lutte, ça reste la coccinelle, qui n'est pas surnommée ogre à pucerons pour rien. Allez au suivant avec une autre superfamille au sein des sternorynques, mais beaucoup moins diversifiée, ce sont les Phylloxéroidea. Une espèce se démarque largement du groupe car elle s'attaque au patrimoine français, le vin, perso j'aime pas ça lol. Voici le Phylloxera de la vigne, Dactylosphayera vitifoliae, de la famille des Phylloxéridés. Comme son nom l'indique, il est inféodé à la vigne. Son cycle de vie est constitué de parthénogenèse cyclique, avec uniquement des femelles, puis une fécondation par des mâles ailés, chaque année en automne, donc c'est assez proche des pucerons. L'œuf qui a passé l'hiver donne naissance à une femelle aptère qui a deux comportements possibles. Dans la plupart des cas, l'individu va descendre au niveau des racines de la vigne, d'où son nom de Phylloxera radicicole. Mais il peut parfois aller sur les feuilles, faisant naître des galles, on parle alors de Phylloxera gallicole. L'infestation d'un pied de vigne par le Phylloxera entraîne sa mort en 3 ans. Ce sont surtout les individus radicicoles qui sont dangereux pour la plante. On passe ensuite à la superfamille des Alerodoidea, qu'on appelle communément les alerodes, avec près de 1200 espèces. Ce sont de minuscules insectes ailés mesurant 1 à 3 mm de long. Ils sont très polyphages et sucent la sève de centaines d'espèces végétales, provoquant eux aussi d'importants dégâts aux cultures. Classique. L'aleurode du tabac, Bemisia tabaci, de la famille des Alerodidés, est connu pour engendrer des dégâts très importants, jusqu'à la totalité d'une récolte peut être perdue. De la même famille, l'aleurode dessert, Trialerodes vaporariorum, est originaire d'Amérique centrale. Cette espèce a été introduite dans les régions tempérées où elle fréquente essentiellement les cultures de serre, comme son nom l'indique, dans lesquelles le climat est artificiellement régulé. Les principales cultures touchées sont les tomates, les aubergines et les concombres. On passe ensuite aux célèbres cochenilles qui constituent quant à eux la superfamille des Coxoidea, rassemblant près de 8500 espèces. Les cochenilles ont 3 principaux stades de développement, l'œuf, puis un stade larvaire mobile, et enfin l'adulte, qui est le plus souvent immobile pour la femelle. Cette femelle va déposer de nombreux œufs minuscules dans un coussinet de cire blanche, tandis que le mâle est ailé et peut s'envoler. A la différence de la plupart des espèces animales, c'est donc bien au stade larvaire que les cochenilles se dispersent et colonisent de nouveaux arbres et plantes. L'espèce Pulvinaria hydrangea appartient à la famille des coccidés. Originaire d'Asie orientale, cette cochenille s'est répandue en Europe dans les années 60 et parasite diverses espèces de plantes, souvent des hortensias chez lesquelles sont constatés les dégâts les plus importants.
Pour en terminer avec nos amis les sternorynques, et par la même occasion avec les hémiptères, oh my god que c'était long, on a les psylles, qui constituent la superfamille des Psylloidea. Pour changer, ce sont eux aussi de redoutables ravageurs, qui affaiblissent les plantes en se nourrissant de leur sève, et qui sont des vecteurs de maladies, comme par exemple la maladie du dragon jaune, due à des bactéries transmises par Diaphorina citri, le psylle asiatique des agrumes. On en a enfin fini avec les hémiptères, et pour terminer cette vidéo, on va parler de l'ordre des Tisanoptères, nos amis les thrips, de minuscules insectes de l'ordre de 0,5 à 15 mm, au corps allongé avec 2 ailes bordées de longues soies. Ils sont en majorité phytophages et certaines espèces sont considérées comme nuisibles. Oh là là, c'est original. Mais au final, la plupart jouent quand même un rôle important de pollinisateurs, malgré leur petite taille, largement compensée par le nombre gigantesque d'individus. Particularité du groupe, les thrips ont des pièces buccales asymétriques, contrairement aux hémiptères. Ainsi, on peut remarquer une cicatrice argentée distinctive sur les surfaces des tiges ou des feuilles où les thrips se sont nourris. Les adultes possèdent des formes ailées et non ailées pour une même espèce. Ça va essentiellement dépendre des conditions abiotiques et des différentes populations. Par exemple, chez le thrips des prés, Anaphothrips obscurus, la forme ailée représente 90% de la population au printemps dans les zones tempérées, tandis que la forme non ailée représente 98% de la population à la fin de l'été. On recense près de 6000 espèces de Tisanoptères, réparties en 2 sous-ordres, les térébrantes et les tubulifères, qui peuvent être distingués par des caractéristiques morphologiques, comportementales ainsi qu'au niveau du développement. On a une seule famille chez les tubulifères, avec les Phlaeothrypidae, caractérisés par un dernier segment abdominal modifié en une structure tubulaire, d'où le nom du sous-ordre tubulifère qui signifie porteur de tubes. Les femelles tubulifères pondent leurs œufs individuellement ou en petits groupes sur les surfaces extérieures des feuilles. Ici, vous pouvez admirer Idolothrips marginatus qui peut atteindre 14 mm et dont vous voyez ici bien le bout de l'abdomen en forme de tube. Également de la famille des Phlaeothrypidae, voici Allothrips tritici, le thrips du blé, qui s'alimente d'une grande variété d'espèces de la famille des poacées. Les dégâts sur les cultures de blé peuvent entraîner des baisses de rendement très importantes. Les térébrantes sont quant à eux plus diversifiés avec beaucoup plus de familles. Chez la plupart, les mâles sont plus petits que les femelles. De plus, à la différence des tubulifères, les femelles térébrantes vont pondre leurs œufs directement à l'intérieur des tissus végétaux, grâce à leur ovipositeur. La plus grande famille est celle des Thrypidae, et vous en connaissez, puisque certains portent le nom commun de bêtes d'orage, comme par exemple l'Imothrips cerealium, le thrips des céréales. Au stade larvaire, cette espèce parasite de nombreuses graminées. De manière générale, les thrips sont des vecteurs de virus pour les plantes, au même titre que les sternorynques que nous venons de voir juste avant. Mais ça maintenant c'est une généralité pour tous les groupes qu'on a vus, j'ai l'impression. La famille des Aeolotrypidae contient quant à elle davantage d'espèces prédatrices qui s'attaquent à d'autres arthropodes, mais on va les retrouver davantage dans les régions tempérées. Allez, pour en finir, dernière espèce un peu rigolote, ici avec la famille des Uselotrypidae qui ne compte qu'une seule espèce, Uselothrips scabrosus, unique parmi les Tisanoptères car elle possède un segment antennal terminal en forme de fouet. Voilà, on en a fini avec le groupe des Paraneoptères. C'était plus long que je le pensais à la base, tout ça la faute aux hémiptères qui sont vraiment très diversifiés. C'est d'ailleurs pour ça que je les classe dans ce que j'appelle le Big Five, qui correspond aux ordres avec plus de 100 000 espèces recensées. D'ailleurs, les 4 autres appartiennent au groupe qu'on traitera dans les prochaines vidéos, les holométaboles. Ce Big Five représente plus de 90% des espèces d'insectes. Par contre, je vous préviens, cette 10e vidéo ne sortira pas avant un moment, et je pense que comme je l'avais dit, je segmenterai les holométaboles en 2, voire 3 vidéos, pour pas se surcharger en informations et essayer de pas taper dans les 30 minutes à chaque fois. En ce moment, j'avoue que j'ai envie d'essayer un peu d'autres formats, comme vous avez pu le voir, qui sont un peu moins sérieux entre guillemets, mais encore heureux, je fais ce que je veux. Fais voir ton pigeon, toi. Ça, c'est un dindon. Je vous laisse sur cette note, c'était Arthropsida, abonnez-vous et à la prochaine.